Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous allons parler du développement en modes normaux et de la présence d'une source dans un guide métallique creux. Alors, ici dans cette partie, et pour une fréquence donnée, les champs se propageant dans un guide creux, se décrit par un ensemble infini de modes normaux caractéristiques, composés d'ondes TE et TM. Chacun doté d'une fréquence de coupure caractéristique. À une fréquence finie donnée correspond un nombre fini de modes de propagation. Les autres modes sont évanescents. Loin d'une source, d'un obstacle ou d'une ouverture située dans le guide, les champs sont relativement simples et seuls les modes de propagation et souvent même un seul d'entre eux se manifeste comme avec une amplitude appréciable. Près de la source ou de l'obstacle, en revanche, la description correcte des champs s'obtient par superposition de modes de propagation et de modes évanescents. Les modes évanescents n'ont des amplitudes importantes qu'au voisinage de la source ou de l'obstacle. Leur influence s'atténue sur des distances de l'ordre de l'inverse de la partie imaginaire de leur nombre d'ondes. Concrètement parlant, par exemple, d'une source dans un guide d'ondes on obtient d'abord dans un premier temps une expression aussi précise que possible des champs au voisinage de la source. Puis le développement de ces champs en fonction de tous les modes normaux du guide. Et enfin, la détermination des amplitudes de ou des modes de propagation décrivant les champs loin de la source. Plus loin, nous parlerons bien sûr au détail de la présence d'une source dans le guide d'onde, comme je l'ai indiqué. Nous parlerons aussi plus brièvement des obstacles. Un trou dans le guide d'onde sera examiné plus tard. Afin de faciliter la manipulation du développement des modes donnés, en traitant les modes TE et TM sur le même pied d'égalité et en imposant une normalisation adéquate. Introduisons ainsi des indices lambda ou mu pour désigner les modes. On peut imaginer, par exemple, que lambda égale 1, 2, 3, etc. correspond au mode rangé, par exemple, par ordre croissant de fréquence de coupure. L'indice lambda indique également si le mode est TE ou TM. Les champs associés au mode lambda donné, se propageant dans la direction des Z positifs, s'écrivent E lambda plus pour la direction positive, de XYZ égale E lambda XY plus EZ lambda XY fois E exposant IK lambda
égale h lambda xy plus h z lambda xy fois E exposant ik lambda z. Où E lambda et H lambda sont les champs transverses. Les champs transverses dont nous avons vu les expressions. Et où Z lambda et HZ lambda sont les champs longitudinaux. Le nombre d'ondes K lambda, dont on a vu l'expression, est réel positif. Pour les modes se propageant dans des guides sans perte et purement imaginaire, sous la forme K lambda égale I kappa lambda, pour des modes évanescents. Les expressions sous-entendent bien sûr une dépendance temporelle typique en E exposant moins I oméga t. Si l'onde se propage dans la direction des Z négatifs, les champs s'écrivent E moins lambda égale E lambda moins EZ lambda fois E moins IK lambda Z et H moins lambda égale moins H lambda plus HZ lambda E moins IK lambda Z. Les différences de signes entre les deux ensembles d'expressions s'expliquent par le fait que l'on doit avoir nabla E égale nabla H égale 0. Et chaque direction de propagation, dans chaque direction de propagation, est que le flux de puissance doit être positif dans la direction de propagation. La phase globale des deux expressions ici et ici, la phase relative entre les deux est arbitraire, l'une par rapport à l'autre. Le choix qui est adopté ici permet d'avoir en Z égale 0 un champ électrique transverse identique pour les deux directions de propagation, à l'instar des ondes de tension dans les lignes de transmission. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.